Donc ce soir, je vais vous emmener dans un voyage au travers de la galaxie. On va parler de mon thème de recherche, mais je vais aller un petit peu au-delà, parce que je vais essayer de ne pas seulement me focaliser, parce que quand on fait la recherche, on est très focalisé sur des questions précises. Et donc je vais vous parler de ce qu'on sait à l'heure actuelle de la formation des astres, qui sont les plus nombreux dans notre univers, qui sont les étoiles et la formation autour de ces étoiles, de planètes, et de ce qu'on en comprend aujourd'hui, et puis aussi de ce qu'on n'en comprend pas. Donc, on va commencer par ce qu'on connaît. L'étoile la plus proche de nous, c'est le Soleil. Notre système solaire, c'est un système planétaire autour d'une étoile qui contient à elle toute seule 99,8% de la masse contenue dans le système solaire. Et donc, à l'échelle, cette étoile, qui nous semble toute petite dans le ciel, en fait, elle est énorme. Vous ne le voyez pas ici. La Terre est là. Donc, votre étoile, c'est une étoile qui paraît énorme, mais qui en fait est une étoile, tout ce qu'il y a de plus banal. En fait, la plupart des étoiles dans la galaxie sont moins massives que la nôtre. Donc, c'est une étoile standard qui a accumulé lors des processus de formation du système solaire 99,8% de la masse. Et en gros, ce qui a été mis dans les planètes, c'est vraiment les résidus. C'est moins de 1% de la masse qui a fini dans les planètes. Donc, c'est très important pour nous parce qu'on vit sur une planète. Mais il faut se rendre compte que si on veut comprendre la formation des étoiles et des planètes, il va falloir qu'on soit capable de trouver des processus physiques qui expliquent pourquoi est-ce qu'on finit avec plus de 99% de la masse dans une étoile et seulement des petits débris d'étoiles qu'on appelle des planètes. Alors, c'est vrai au niveau de la masse, mais c'est aussi vrai au niveau des distances. Quand on parle de distances astronomiques, eh ben, on n'a pas complètement faux parce qu'effectivement, les distances sont astronomiques. Donc ici, je vous montre une photo qui est pas toute récente, mais qui, moi, a vraiment été un moment de réalisation quand je l'ai rencontré sur mon chemin. Et puis, je ne suis pas la seule, hein, Carl Sagan en a parlé. Je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse expression de pale blue dot, le petit point bleu de Carl Sagan, sur lequel, partie duquel il a développé d'ailleurs toute une philosophie, la place de l'homme dans l'univers. C'est cette photo. C'est une photo qui a été prise par la sonde Cassini quand elle a traversé le système solaire, quand elle est arrivée au niveau des anneaux de Saturne. Donc, vous voyez à l'avant-plan la planète Saturne avec ses anneaux, et puis le petit point bleu que vous voyez là-bas, tout au fond, qui est à peine discernable de par sa taille, c'est la Terre, c'est nous, notre planète. Et je pense que ça permet de réaliser les distances qu'il y a dans le système solaire. Et donc, dans cette présentation, je vais parler un petit peu d'échelle. Et puis, on a des mauvaises habitudes quand on est astronome, on ne parle pas en mètres, en kilomètres et tout ça, mais croyez-moi, vous me remercierez parce que si à chaque fois je vais vous donner des milliards de kilomètres, on a du mal à s'en sortir. Et nous, en fait, comme on est très anthropocentré, on a tout défini sur notre position à nous. Et donc, on parle en unité astronomique. L'unité astronomique, c'est la distance de la Terre au Soleil. Et il faut savoir que donc le système solaire, il fait environ 80 unités astronomiques jusqu'aux planètes les plus éloignées. Alors, si on regarde notre système solaire, il y a quand même une propriété que toutes les planètes partagent et qui est extrêmement marquante. Je ne sais pas si vous avez une suggestion. Qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun? Allez-y. Elles orbitent sur le même plan. Donc, effectivement, on est dans un système où toutes les planètes orbitent autour de leur étoile sur le même plan. Mais alors, pas sur le même plan vite fait, bien fait. Sur le même plan à une précision qui en est presque démoniaque, c'est-à-dire que si on regarde, ici, vous avez dans ce schéma une représentation des planètes dans leurs plans orbitaux, à part Mercure. Mercure, elle ne fait rien comme les autres. Hein. Elle tourne aussi à l'envers. Bon, Mercure, il lui est arrivé des choses dans son enfance. Je pense qu'elle aurait besoin d'un canapé. Mais toutes les autres, elles sont dans le même plan, mais à moins de 2 degrés. Alors, ça, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps, en fait. Hein, Laplace, déjà, en parlait, le plan invariable. En tant qu'astrophysicien, on ne croit pas trop aux coïncidences. Le complot cosmique, très peu pour nous.
Alors, je sais que ça fait des siècles qu'on vous répète que la Terre n'est pas plate, mais là, je vous assure, ce n'est pas la même histoire. Et donc, en fait, il va falloir absolument aussi non seulement reproduire comment est-ce qu'on a mis presque toute la masse dans une étoile, mais il va aussi falloir comprendre comment c'est possible que lors du processus de formation de ces planètes, elles aient toutes fini dans un angle de 2 degrés. Alors, en général, quand on fait de la recherche, on ne peut pas remonter dans l'histoire du système solaire. Ça, ce n'est pas possible. On fait de la recherche, pas de la magie, contrairement à monsieur dans la salle. Et donc, en fait, ce qu'on fait, nous, les astrophysiciens, pour comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que plutôt que de remonter le temps, on remonte l'espace. Et donc, plutôt que de dire la vérité est avant, on va aller chercher la vérité ailleurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je vous assure, tous les astrophysiciens font ça. On essaye de comprendre comment les choses se forment, comment elles vont évoluer, et plutôt que de remonter le temps, on va chercher ailleurs dans l'espace. Et donc, en fait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on comprend la formation de notre système solaire en allant regarder d'autres systèmes ailleurs dans la galaxie qui sont en train de se former et dont on pense qu'ils vont former des choses qui ressemblent à notre système solaire. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on construit les scénarios physiques. Alors, la question, c'est comment on fait pour trouver des jeunes étoiles? Ça ressemble à quoi, une jeune étoile? Alors, il faut savoir que les étoiles, déjà, elles ont des temps de vie très longs. D'accord? Ça, c'est le cycle de vie du Soleil. Le cycle de vie du Soleil va durer des milliards d'années. Donc, pour trouver des étoiles, il va falloir qu'on évite celles qui sont pendant leur âge adulte, il va falloir qu'on évite celles qui sont en train de vieillir et donc la plupart du temps gonfler, voire exploser. Et on va vouloir essayer de trouver des étoiles qui sont âgées de moins d'1 million d'années, alors que les étoiles vivent des milliards d'années. Alors, sur le nombre d'étoiles qu'il y a dans la galaxie, on s'imagine qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup, parce que justement, c'est un tout petit nombre, 1 million d'années par rapport à 1 milliard d'années. Et comment on fait pour les trouver? On utilise ce qu'on appelle leur couleur. C'est-à-dire que les étoiles, leur intensité, qui est sur cet axe-là, va être différente en fonction du stade d'évolution de la galaxie. Et donc, c'est ce qu'on appelle un type spectral. Et en fait, on se rend compte, quand on regarde les étoiles, qu'il y a différents types d'étoiles, des étoiles géantes, etc. Mais surtout, ce dont on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que les étoiles jeunes, elles ont une couleur particulière, elles sont rouges quand on les observe dans certaines longueurs d'onde, notamment dans l'infrarouge. Et c'est comme ça qu'on les trouve. Donc, on observe des étoiles dans l'infrarouge. Donc, l'infrarouge, ce sont des photons, c'est des photons qui sont émis par votre corps, par exemple. Des photons qui sont typiques de température que nous, on pense relativement faibles, typiques justement des températures ici qu'on a sur Terre. Et donc, on crée des catalogues de jeunes étoiles. Alors, où est-ce qu'on les trouve, ces jeunes étoiles? Donc ici, je vous montre une image de notre Voie lactée, une vraie image de notre Voie lactée, prise avec un satellite qui a été lancé par l'Europe, qui s'appelle Gaia. Et ce satellite, en fait, il a fait une carte de toutes les étoiles dans la galaxie, quasiment. Et il a produit cette carte, qui est non pas une carte des étoiles en elles-mêmes, mais qui en fait est une image vue dans le rayonnement visible, donc le même rayonnement que vos yeux voient, de notre galaxie vue par la tranche. Et alors, il y a quelque chose, alors vous verrez qu'on n'est pas, on a nos petites voisines qui sont juste à côté, mais notre galaxie, c'est cette tranche ici, vu que nous, on est dans le disque de la galaxie, on le voit par la tranche. Et il y a quelque chose qui est assez marquant dans cette image, c'est en fait plutôt que l'image, c'est la contre-image, c'est-à-dire c'est toutes ces zones noires ici où il semblerait qu'il n'y a aucune étoile. Alors, est-ce qu'il y a des trous dans notre galaxie? La galaxie Gruyère. En fait, ce ne sont pas des trous. Donc là, j'ai superposé au-dessus de cette image en longueur d'onde visible, une image qu'on a prise cette fois-ci en longueur d'onde radio. Donc des photons qui tracent de la matière très dense, très froide. Et en fait, on se rend compte que tous ces trous où on a l'impression de ne rien voir, sont en fait pleins de matière froide. Alors ici, c'est l'émission de la molécule qui est la plus répandue dans notre galaxie, qui est le monoxyde de carbone. Après le dihydrogène, oui, les astrophysiciens. Ah.
Et donc, en fait, on se rend compte que dans notre galaxie, il y a des endroits où il semblerait qu'il n'y ait pas d'étoiles, mais énormément de gaz froid et dense. Et en fait, cette fois-ci, on va regarder cette même galaxie, et puis ça, c'est l'extinction. Donc, c'est en fait la raison pour laquelle on ne voit pas de lumière dans le domaine visible, c'est qu'en fait, il y a d'énormes quantités de gaz. Donc, ici, nous, on parle en magnitude. Ce n'est pas forcément quelque chose de très simple, mais en gros, plus c'est brillant, plus il y a de gaz à cet endroit-là, et le gaz, en fait, absorbe complètement la lumière des étoiles qui s'y trouvent. Donc, on ne peut rien voir dans le visible. Et maintenant, il y a des petits carrés qui vont identifier les régions. Alors, on appelle les régions du nom des constellations, parce qu'encore une fois, on les regarde avec les constellations. Donc, vous reconnaîtrez, même si c'est en anglais, je m'en excuse, voilà, le taureau, le cygne, Céphée, le serpentaire, Orion. Et en fait, toutes ces régions sont des régions où les étoiles se forment et qu'on regarde pour essayer de comprendre la formation des étoiles. Donc, en fait, pour regarder la formation des étoiles, on va regarder les endroits dans la galaxie d'où on ne voit pas de lumière dans le domaine visible. Et donc, il va falloir aller sonder ça dans des domaines différents, l'infrarouge et la radio. Alors, ça ressemble à ça, une pouponnière d'étoiles. J'ai oublié de mettre le crédit sur cette image, mais ça, c'est une image que je pense que vous avez potentiellement vue ces derniers temps. Elle a beaucoup circulé parce que c'est l'image d'une pouponnière d'étoiles qui a été prise avec le télescope James Webb, qui a été lancé il y a un peu moins d'1 an et qui a vraiment produit depuis des données d'une qualité rare. Donc, ce que vous voyez, c'est que dans cet endroit où on forme des étoiles, vous avez des structures, tout ça, c'est les étoiles de fond qui sont derrière, et vous avez vraiment des structures de gaz et de poussière, avec des endroits, avec des espèces de champignons qui poussent. Et ça, souvent, au bout de ce champignon-là, il y a une jeune étoile qui est en train de se former, et qui est en train d'accréter la matière qui est autour d'elle. Vous voyez, c'est extrêmement structuré, c'est extrêmement complexe. Et surtout, il n'y a pas une région de formation stellaire qui ressemble à l'autre. Donc là, ici, on est dans la nébuleuse de la Rosette, qui forme pas mal d'étoiles assez massives. Ici, on est dans la Tarentule, où on a formé un jeune groupe d'étoiles qui est en train de pousser le gaz autour d'elle. Tout ça sont des observations dans l'infrarouge, hein, donc ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait voir avec nos yeux. Et enfin, là, on est dans ce qu'on appelle les piliers de la création. Et moi, depuis que cette image est sortie, ça me fait plutôt penser au gecko démoniaque, je sais pas vous. Et où on voit aussi ces poches rouges ici, ça veut dire qu'il y a du gaz très chaud avec des objets qui sont en train de se former. Donc les étoiles se forment dans des environnements denses et surtout les pouponnières d'étoiles ne se ressemblent pas les unes les autres. Il y a vraiment des conditions très différentes qui règnent dans les différents endroits. Et pourtant, nous, en tant que physiciens, on va essayer de chercher des lois universelles. Alors, je vais vous montrer maintenant un petit film qui a été fait, qui part d'une de ces pouponnières d'étoiles, donc dans la nébuleuse de l'Aigle. Vous reconnaîtrez peut-être les piliers de la création, on appellera maintenant le gecko démoniaque. Et donc, on va aller rentrer à l'intérieur de cette structure. Et au bout, ici, on a des jeunes étoiles qui sont en train de se former. Vous voyez les petites taches sombres ici. Donc, tout ça, ce sont des cœurs qui sont en train d'accréter la matière environnante. Et en fait, ce qui se passe quand on rentre à l'intérieur, c'est qu'on va voir ces espèces de globules dans l'infrarouge. Ça peut être encore plus froid, encore plus dense, de manière à ce que ce soit sombre. Et donc, ici, là, au bout, vous avez des étoiles qui sont en train de se former à l'intérieur de ces poches où on n'arrive pas à voir de lumière. Si maintenant on rentre dans un de ces cocons, qu'on appelle nous des cœurs, on va rentrer dedans et puis là on va passer non plus à des observations, mais à un modèle qui va vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de ces cœurs. Donc ça c'est un modèle, donc c'est une simulation numérique qui a été faite. Vous voyez qu'à l'intérieur de ces cœurs, le gaz est organisé en forme de filaments et il fragmente, on fait des grumeaux dans les filaments, de l'endroit où la matière commence à s'accumuler et par la force gravitationnelle commence à attirer la matière autour d'elle. Donc ici, vous avez un grumeau qui est en train d'évoluer.
vous voyez des espèces de bras spiraux qui connectent la matière du gaz environnant à l'intérieur. Et là, vous avez une étoile qui est en train de se former dans son cocon de gaz. Donc, c'est un modèle. Donc, ce sont des modèles qu'on compare aux observations et on est à peu près sûr qu'ils ne sont pas complètement faux. Mais néanmoins, ça reste un modèle. Donc, à l'intérieur du cocon, à plus petite échelle, le gaz qui a tendance à être en rotation va former des structures autour de l'étoile pendant que l'étoile grossit en masse. Donc, une étoile comme notre Soleil accumule la moitié de sa masse en un temps que nous, on considère très court, qui est de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'années. C'est très, très court pour le temps de vie d'une étoile. Ça veut dire que le processus est très efficace d'une certaine manière, mais il ne faut pas qu'il soit trop efficace non plus, parce que sinon, on n'aurait que des étoiles massives. Au cours de ce processus, il y a aussi des choses intéressantes qui se passent. Et ça a été quelque chose qui a été mis en évidence, qu'on connaissait depuis un moment, mais qui a été mis en évidence notamment par des observations avec des télescopes spatiaux infrarouges. Donc, je vous montre ici des images de jeunes étoiles en train de se former. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la lumière qui sort de l'endroit où l'étoile est, au centre. On se rappelle qu'elle est au centre. Mais par contre, on voit à nouveau, comme on avait vu dans notre galaxie, des endroits où il n'y a pas de lumière, qui sont très sombres et qui semblent être vraiment présents dans une grande proportion des objets qu'on observe et qui ont l'air très organisés sous forme de traits. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a des lignes sombres autour des étoiles jeunes? Donc, ce n'est pas une revendication quelconque. C'est que pour aller voir ce qui se passe dans ces lignes sombres, il faut encore aller plus loin. Donc là, on est allé dans l'infrarouge pour voir de la matière qui était très dense. Et là, maintenant, on va carrément aller dans le domaine radio. C'est-à-dire observer des photons qui ont des longueurs d'onde de l'ordre du millimètre. Alors, pour faire ça, ce n'est pas forcément très, très simple. Donc, moi, je vous parle de l'expérience que j'ai. On a construit un télescope dans le Chili, au Chili, dans le désert d'Atacama, au Chili, au milieu du désert qui est censé être le désert le plus sec du monde, qui est localisé ici. Donc, là, vous avez le Chili, ici, vous avez l'Argentine et puis la Bolivie. C'est vraiment à la frontière entre le Chili, l'Argentine et la Bolivie. Et on a construit un télescope radio là-bas qui s'appelle ALMA, qui est encore le plus grand radiotélescope du monde, mais qui va être détrôné assez rapidement par SKA, qu'on est en train de construire en Afrique du Sud et en Australie. Et en fait, pour pouvoir observer ces ondes radio, il faut se mettre dans des conditions assez extrêmes. Il faut se mettre avec des antennes qu'on installe à 5000 mètres. Donc ça, c'est une photo du réseau d'antennes qui date il y a un petit moment déjà, à l'époque où moi j'y étais. Vous voyez les volcans derrière de la cordillère des Andes. Donc on est sur un plateau à 5000 mètres d'altitude. On ne demande pas aux astrophysiciens de faire de l'astrophysique à 5000 mètres d'altitude. Je vous assure, c'est complètement impossible. À 5000 mètres, le cerveau assure les fonctions vitales. Donc, nous, on est installé au camp de base, qui est à 3000 mètres, qui est juste en dessous du plateau. Donc, le plateau, en fait, on n'a pas l'impression comme ça, mais il est là-haut. Donc, il y a 2000 mètres de différence entre là-haut et le camp de base. Et donc, on utilise ces antennes qu'on a installées à 5000 mètres. Donc, là, c'était l'équipe qui testait ces antennes au moment où moi, j'y étais. Bon, on a essayé de faire un saut à 5000 mètres. Bon, après, il nous a fallu 5 minutes pour nous en remettre. Et donc, on utilise ces antennes. Donc, il y a aussi des radiotélescopes en Europe, aux États-Unis, mais celui-ci, il a permis vraiment d'aller regarder à des longueurs d'onde qui étaient difficiles à accéder avant. Tout ça, pourquoi? Parce que la vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère va avoir tendance à absorber le rayonnement. L'eau, en fait, elle a une fréquence de vibration qui est malheureusement à peu près aux fréquences où nous, on veut observer. Donc, tous les rayonnements à certaines fréquences qui nous intéressent, qui arrivent sur la Terre, l'eau dans l'atmosphère dit miam, 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 et absorbe tout. Et c'est pour ça qu'on se met à 5000 mètres. Parce qu'en fait, à 5000 mètres, il n'y a plus beaucoup d'atmosphère au-dessus. Et donc, pour faire ça, on est obligé d'aller dans ces endroits spéciaux. Ou dans, vous voyez,
des télescopes en dehors de notre planète, en orbite. Donc, en utilisant ces radiotélescopes, on a accès à de la matière encore plus dense, encore plus froide que la matière qu'on voit en infrarouge. Et voilà ce qu'on a observé quand on regarde les étoiles jeunes avec des radiotélescopes. On s'est rendu compte, on le savait déjà, mais là maintenant, on a vraiment une incroyable statistique sur ces objets, que toutes les étoiles sont entourées de disques, de structures qui ressemblent à des disques, à des diabolos, dans certains cas, ici. Et puis dans d'autres cas, juste à des petites structures de disques, dans certains cas avec des espèces de bras spiraux autour, dans d'autres cas avec des anneaux qui sont incroyables de finesse et de précision. Mais en tout cas, toutes les étoiles jeunes qu'on observe ont des disques autour d'elles. Et donc, en fait, ces lignes sombres qu'on voyait dans les images infrarouges, ce sont des disques vus par la tranche. Donc, ces lignes sombres contiennent du matériel, mais qui est encore plus froid, encore plus dense que ce qu'on voyait en infrarouge. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut mettre en lien avec l'orbite des planètes. Si on revient à la question de savoir pourquoi l'orbite des planètes est contenue dans un plan, peut-être qu'effectivement, il faut qu'on s'interroge sur le lien qu'il y a avec ces structures très fines que sont les disques qu'on observe autour des étoiles jeunes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un sujet actif de recherche à l'heure actuelle. Regardez ces disques, donc là, qui sont tous à l'échelle les uns par rapport aux autres, qui peuvent être très différents et qui sont tous structurés et comparés effectivement la taille de ces disques à la taille du système solaire. Donc là, ici, vous avez le disque de H-Alto, qui est une étoile qui est très jeune, qui a moins d'1 million d'années, comparé à la taille du système solaire. Et effectivement, la taille de notre système solaire est comparable à la taille de ces disques. Donc en fait, à l'heure actuelle, ce qu'on pense savoir, et je pense que maintenant on commence à en avoir, comme je vais vous montrer, des preuves relativement robustes, c'est qu'en fait, dans ces disques, il y a des planètes qui se forment et qui creusent des sillons, qui sont les sillons que l'on voit dans ces images, qui accrètent la matière du disque, pendant que l'étoile, elle, est en train d'évoluer quand l'étoile est encore très très jeune. Donc ces sillons, ce sont des sillons de planètes. Il y a des planètes probablement dans un grand nombre d'entre eux. Ce n'est pas l'unique hypothèse, hein. On a d'autres hypothèses pour expliquer ces sillons, on en pourra parler, mais à l'heure actuelle, ça reste quand même ce qui est le plus communément admis. Alors, un peu de physique. Bon, ça, c'est une slide, en général, les gens me détestent. Mais bon, elle est bien. Pourquoi un disque? Parce qu'on peut se poser la question. S'il y a des disques autour de toutes les étoiles jeunes, c'est qu'il doit y avoir un phénomène universel qui forme des disques. En gros, dès qu'on veut former une étoile, cette étoile, elle accrète la matière autour d'elle et boum, il y a un disque qui se forme. Alors, c'est quoi un disque? Un disque, c'est en gros du gaz qui tourne autour d'une étoile avec juste un mouvement de rotation qui ne va pas s'effondrer sur l'étoile, qui va rester sur son orbite. Et donc, en fait, pour comprendre ça, il faut prendre en compte la force centrifuge. C'est-à-dire que quand on a un bout de gaz qui s'effondre, on a la force gravitationnelle qui tire tout vers là où il y a le plus de matière. Ça, c'est simple, on a une attraction gravitationnelle. Par contre, si cette matière, au début, a aussi, en plus de cette attraction gravitationnelle, une petite vitesse, c'est-à-dire qu'on ne part pas de matière qui est toute immobile, mais on part de matière qui était déjà en mouvement, alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va créer ce qu'on appelle la force centrifuge. Alors, la force centrifuge, c'est ce qui fait que quand vous remplissez un seau d'eau et que vous tournez sur vous-même, l'eau, elle reste au fond du seau. C'est simple. Et là, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que toute cette matière qui sent une force gravitationnelle, elle va aussi sentir une force centrifuge qui va la repousser, comme l'eau au fond du seau. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que si on regarde la force centrifuge, elle dépend comme la distance à l'étoile. La force gravitationnelle, elle dépend comme l'inverse
de la racine carrée de la distance. Et donc, il y a un rayon où la force centrifuge et la force gravitationnelle sont égales. Et c'est l'endroit où les particules, elles sentent autant d'attraction vers l'étoile que de force centrifuge qui les repousse. Et donc, elles restent à leur place. Et donc, c'est pour ça que c'est assez universel de former des disques autour des étoiles. C'était la minute de physique. Alors, donc, je vous ai dit que dans ces disques, on pense qu'on forme des planètes. Alors, évidemment, les processus sont extrêmement complexes. Mais comment est-ce qu'on part d'un disque de gaz et on arrive à un système planétaire? Donc là, à nouveau, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est une simulation numérique de l'évolution d'un disque. C'est un disque très massif, qui n'est peut-être pas complètement représentatif des disques qu'on a autour des étoiles comme notre Soleil, mais ça permet de bien voir les choses. Donc là, comme je vous disais, la matière, il y a l'étoile au centre. La matière est en rotation. Ça tourne plus vite au centre qu'à l'extérieur. Ça, c'est normal. C'est Kepler qui nous dit ça. Et ensuite, quand on zoome à l'intérieur de ce disque, on va regarder la matière qui tourne et on se rend compte que comme la matière tourne plus vite quand elle est plus proche de l'étoile qu'à l'extérieur, on a des phénomènes de friction. Donc là, ici, vous voyez, la matière tourne plus vite ici qu'à l'extérieur, et donc on a des phénomènes de friction. Et à l'endroit où cette matière frictionne, à cause des différentes vitesses, on crée des petits grumeaux à nouveau, beaucoup de physique dans l'astrophysique. Et donc, ces petits grumeaux, c'est en fait des endroits où la matière va s'accumuler au sein du disque, dans des endroits privilégiés où on a des conditions de pression et de température qui rendent ça possible. Et donc, ces petits grumeaux, eux, alors ils vont accréter, puisqu'ils ont leur masse, et donc ils vont créer ces sillons qu'on voit dans les images des disques autour d'étoiles jeunes dans notre galaxie. Et en fait, on les voit, ces sillons dans les images que je vous ai montrées, mais on voit aussi maintenant les planètes qui les créent. Et ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, je suis en train de vous montrer une image d'une étoile qui a 532 années-lumière. C'est-à-dire que la lumière que l'on voit aujourd'hui de cette étoile a été émise il y a 532 ans. Il faut savoir que la lumière qui nous provient du Soleil ne met que 8 minutes à arriver. Vous imaginez cette étoile qui est très proche pour des critères astronomiques, mais très loin dans notre vie de tous les jours. Et donc ça, c'est l'image du disque autour de cette étoile. Alors, on ne voit pas l'étoile parce qu'elle a été masquée, parce que si on ne la masque pas, elle est tellement lumineuse qu'on ne peut pas voir le disque, on est complètement ébloui par l'étoile. Et ça, c'est donc un vrai disque autour d'une étoile jeune qui a été observé avec un instrument sur le Very Large Telescope de l'ESO au Chili, qui est toute jeune, de 2 à 4 millions d'années. Et en fait, au sein de ce disque, ici, il y a des observations avec très bonne résolution, donc, comme les mégapixels sur le smartphone, qui a été prise, qui a permis de résoudre ce grumeau ici, qui en fait est compatible avec la présence d'une planète ici, dans ce disque, qui est environ à peu près à l'équivalent de l'orbite de Neptune dans notre système solaire. On a d'autres exemples, il y a même plusieurs planètes qui sont détectées. Donc ça, c'est une étoile qui a 450 années-lumière avec son disque, qui a 2 millions d'années. Et au sein du disque qui entoure cette étoile, il n'y a pas une, mais deux, mais trois, mais 4 planètes qui ont été détectées, qui sont toutes à peu près des planètes qui ont des masses de l'ordre de la masse de Jupiter ou plus. Alors, pourquoi est-ce que dans le cas précédent, déjà, il y avait une planète en formation, puis là, je vous dis, bon, masse de Jupiter. Ça va être très difficile avec ce genre de technique de détecter des planètes pas très massives, parce que non seulement elles ouvrent des sillons qui sont moins grands, mais en plus, elles vont être moins brillantes. Et donc, pour l'instant, on a plutôt tendance à découvrir des planètes jeunes en train de se former très massives autour des étoiles. Et ça, c'est peut-être l'exemple le plus récent et qui est peut-être le plus convaincant, je pense, d'un point de vue visuel. Ça, c'est une étoile au nom d'Arla de PDS 70, qui a 370 années-lumière. Et donc là, c'est pareil. Donc l'étoile est au centre, elle a été masquée. Ah, là, on est vraiment à l'intérieur du disque, d'accord? Parce que ici, c'est uniquement 22 fois la distance de la Terre au Soleil. Donc ça, pour pouvoir voir ce genre de choses, il faudrait
prendre une pièce d'1 euro et puis la mettre à environ 4 fois la distance de la Terre à la Lune, et c'est à peu près ce qu'on arrive à résoudre. Et ici, ce point lumineux que vous voyez, donc ça c'est des données infrarouges avec l'instrument sphère, c'est une planète en cours de formation autour de son étoile. Donc on est maintenant vraiment capable de comprendre déjà pourquoi notre système solaire est dans un plan. C'est parce que toutes ces planètes, elles se forment dans des disques. Donc ce sont des structures extrêmement organisées. Ce n'est pas juste on fait des grumeaux un peu dans tous les sens quand ça nous arrange. Et puis aussi, ce dont on s'est rendu compte et qui est assez joli, c'est que même si les planètes, c'est les résidus en termes de masse, en fait, elles se forment avec leur étoile. Ce n'est pas l'étoile qui se forme, qui prend tout, et la planète qui arrive bien plus tard. C'est vraiment un processus qui est concomitant. Alors, à un moment donné, il va falloir quand même se débarrasser de ce disque. Et puis on ne va peut-être pas tout mettre dans les planètes. Et les planètes, c'est du personnel d'entretien. Je ne dirais pas femme de ménage si ça existe. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'elles sont formées, donc ça, pareil, c'est un modèle, il y a des planètes qui se sont formées, elles vont commencer à interagir avec le reste du disque, donc tout ce qui reste, là, tous les débris autour qui n'ont pas pu former de planète parce que ce n'était pas suffisamment massif, ce n'était pas suffisamment froid, etc. Et elles vont commencer à éjecter tous ces débris. D'accord? Donc, leurs orbites à elles vont être instables pendant un long moment. Vous voyez que là, les planètes, elles sont à des orbites qui sont relativement instables pendant un long moment, mais elles vont arriver grâce justement à leur interaction avec le gaz qui reste, à complètement nettoyer le disque. Et c'est pour ça qu'on n'a plus de disque dans notre système solaire et qu'on n'a plus que des planètes. Ce n'est pas parce qu'on a mis toute la matière du disque dans les planètes. Ça, ce n'est pas le cas. En fait, on a mis une partie de la matière du disque dans les planètes, et puis il y a toute une partie de la matière du disque où se sont formées les planètes qui a été rendue à l'univers. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe à environ quelques millions d'années après que l'étoile se soit formée. C'est ce qu'on appelle, au moment où ça commence ce processus, les disques de débris. C'est joli. Alors, on a quand même encore plein de problèmes. Hein. Tout ça, c'est bien joli. On a l'impression que c'est simple, mais en fait, ça ne l'est pas. Donc, on a déjà un gros problème. Je vous ai dit, ces planètes, elles se forment par la matière du disque qui se coagule comme des grumeaux. Le problème, c'est que cette matière, c'est de la poussière. C'est ce qu'on appelle la poussière. En gros, ce sont des mélanges de carbone, de silicates qui sont tout petit, d'accord? Donc là, déjà, c'est de la grosse poussière, mais en général, c'est plutôt des tailles de l'ordre de 1 micromètre qui va réussir à s'agglomérer pour pouvoir former la poussière d'étoile sur laquelle on marche tous les jours, qui est cette planète. Le problème qu'on a, c'est qu'arrivé à un moment donné, quand ces grains de poussière deviennent trop grands, quand ils se rencontrent, plutôt que de s'agglomérer, ils se détruisent parce qu'en fait, ils ont une énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est proportionnel à la masse. Et donc, à un moment donné, quand ces grains de poussière deviennent trop massifs, leur énergie cinétique, quand ils se rencontrent, est plus grande que leur énergie de cohésion et on les détruit. Et alors ça, c'est encore un mystère qui, je vous le dis, n'est pas résolu et n'est pas prêt d'être résolu. C'est qu'à l'heure actuelle, dans les modèles, il est encore très difficile de passer ce qu'on appelle la barrière du mètre. C'est-à-dire qu'on arrive assez bien à expliquer comment on arrive à coaguler de la poussière jusqu'à faire des cailloux, quoi. Mais alors, par contre, passer du caillou à la Lune, par exemple, c'est encore quelque chose que les modèles ne savent pas bien faire. Donc ça, il y a vraiment encore beaucoup de travail de recherche sur la manière exacte dont ces grains se collent lorsqu'ils traversent le disque pour former des planètes. Une autre grande question qu'on a, c'est ce qu'on appelle les planètes baladeuses. Donc, dans un modèle simple, la planète, elle est dans son disque, et puis comme je vous ai dit, le disque, ça tourne, donc elle devrait juste tourner à une orbite stable et accumuler sa masse tranquillement et faire ces sillons que l'on voit. Néanmoins, maintenant, il y a beaucoup de modèles qui prédisent que les planètes, en fait, lorsqu'elles se déplacent dans le disque, elles sentent ce qu'on appelle une force de marée. C'est exactement la même physique qui crée les marées sur Terre, avec une force différentielle entre la partie interne du disque et la partie externe du disque, qui fait que la planète va se déplacer vers l'intérieur du disque au cours de son évolution. Elle va sentir une marée vers l'intérieur du disque. Et on va se retrouver avec des planètes, si on ne fait pas un peu attention, si on ne met pas un peu plus de physique dans ces modèles, qui
qui ont tendance à toutes venir se coller à leur étoile. Et on sait que ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Donc, il faut arriver aussi à maintenir les orbites dans les disques. Ça, c'est aussi un autre grand sujet de recherche. Alors, par contre, pour venir soutenir cette idée que les planètes niquent dans les disques, il y a quand même des observations qui montrent qu'on observe beaucoup ce qu'on appelle des Jupiters chaudes. C'est des très grosses planètes très proches de leur étoile. Et donc, il y en a un certain nombre. Et en fait, ce qui se passe, effectivement, c'est que ces planètes pourraient avoir été formées loin et migrer, justement, à cause de ce phénomène de marée dont je vous parlais. Ou alors, on a un système solaire qui est bizarre. Et en fait, la plupart des systèmes planétaires forment des planètes très massives, très proches de leur étoile. Et ça, pour pouvoir le savoir, il faut observer un très grand nombre d'objets pour savoir si c'est vraiment le scénario typique et que nous, dans notre système solaire, on a eu une chance de dingue, c'est que Jupiter, peut-être, c'est pas baladé tant que ça. Alors, il y a un modèle qui a été développé à Nice qui nous dit que pas du tout. Jupiter s'est beaucoup baladé dans l'histoire du système solaire et que donc, il est possible que le système solaire soit passé par un stade de Jupiter chaud. Donc ça, pour pouvoir répondre à ces questions, il faut observer beaucoup de systèmes. Et puis, il faut aussi comprendre quels sont les restes de la formation de ces systèmes. Donc, on vous parle souvent des pluies de météores. Les pluies de météores, en fait, c'est dû à des restes de la formation des planètes autour de notre Soleil, donc des petites poussières qui restent, et où la Terre, de temps en temps, va venir traverser un nuage de ces poussières, et ces poussières brûlent en rentrant dans l'atmosphère. Et donc, en fait, on a deux ceintures d'astéroïdes au-delà de ces petites météores dans le système solaire. On en a une entre Mars et Jupiter, et on en a une au-delà de Neptune, en deux noms différents. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où ces astéroïdes vont potentiellement rentrer en interaction avec les orbites des planètes, il peut y avoir des gros corps qui potentiellement sortent de leur orbite. Et puis, régulièrement, dans les nouvelles, on a un énorme astéroïde va croiser la trajectoire de la Terre. Donc ça, ce sont en fait les reliquats de ce que les planètes n'ont pas pris et qui n'a pas été nettoyé. Donc là, c'est une petite vidéo d'animation de ce qu'on a pu faire à propos d'une comète, donc qui est aussi un des reliquats de la formation des planètes, qui est la comète 67P. Je pense que vous en avez entendu parler il y a quelques années. Il y a une sonde qui est partie se poser sur une comète à l'autre bout du système solaire. Et donc ça, c'est pour vous donner une idée un petit peu de ce à quoi ressemblent ces corps. Donc on a qui font quelques kilomètres, certains qui font moins d'1 kilomètre. Et en moyenne, ils sont très, très sombres. Ils sont composés de glace principalement parce que là, on est dans des conditions où il fait des températures extrêmement basses. Et donc, il y a de la poussière qui s'est agglomérée, mais surtout qui s'est recouvert de glace, de tout le gaz qui était présent et qui s'est accroché sous forme de glace. Donc, en fait, ce sont des gros glaçons. Alors, la question souvent qui se pose, c'est est-ce qu'on va être capable de dire si certaines de ces planètes abritent de la vie? Et en fait, il y a beaucoup de conditions qui sont nécessaires pour développer de la vie. Ce n'est pas du tout ma spécialité, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir passer d'un système, quand les étoiles sont très jeunes, on n'a que des molécules très simples, en gros, qui sont juste issues de quelques atomes qui se sont appairés, donc comme le monoxyde de carbone, qui est composé d'un carbone et d'un oxygène. Et il va falloir, à partir de cette soupe très, très simple, arriver à faire des choses extrêmement complexes, jusqu'à typique justement de ce qu'on appelle les molécules prébiotiques et ensuite potentiellement des structures qu'on a dans notre ADN et dans notre ARN. Et ça, pour ça, en fait, le processus commence très, très tôt. On a montré que dans les disques, déjà, qui sont très jeunes, qui ont 1 million d'années, on a déjà des premières briques de sucre qui sont justement la base des aminoacides qui se développent plus tard. Donc, en fait, il y a une partie de la chimie qui est responsable ensuite du développement potentiellement dans des conditions favorables de la vie qui se fait déjà
au stade où les planètes se forment dans des disques. Là, récemment, il y a eu notamment une analyse en 3 météorites qui a découvert les 4 bases azotées qui constituent notre ADN, notre ARN, pardon, pas notre ADN. Donc, en fait, comprendre la formation des étoiles et des planètes, c'est aussi comprendre comment est-ce qu'on les enrichit dans les formations, dans les étapes les plus précoces, pour ensuite potentiellement pouvoir avoir le développement d'une chimie. Alors, les exoplanètes, là on passe à une exoplanète en elle-même qu'on connaît. Il n'y en a pas beaucoup qu'on a pu imager de manière directe. Mais là, il y a un exemple qui est assez joli où on voit carrément les exoplanètes bouger. On a fait un petit film, on a pris des images astronomiques les unes après les autres. Et on voit donc ces 4 exoplanètes se déplacer autour de leur étoile. Donc, comme je vous disais, toutes très massives, toutes dans un rayon relativement proche, là, 14 unités astronomiques pour une planète qui fait 10 fois la masse de Jupiter. On n'a pas ça dans notre système solaire. Là, à nouveau, cette année, avec le VLT, on a découvert ces 2 exoplanètes très massives autour d'une étoile qui est très similaire à notre Soleil, pas très loin. Donc maintenant, on est capable de les voir directement, ces exoplanètes. On sait qu'elles sont là. Néanmoins, la plupart des exoplanètes, on n'est pas capable de les voir directement, elles sont trop faibles. Et donc, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la méthode des transits, c'est-à-dire qu'on regarde la lumière qui vient d'une étoile, et quand la planète va passer devant l'étoile, on va voir une toute petite baisse de luminosité. Alors souvent, ce n'est même pas 1% de baisse de luminosité, mais avec des instruments très puissants, on est capable de voir cette baisse de luminosité et donc de prédire qu'il y a un corps qui orbite autour de cette étoile, si ça se répète, et donc potentiellement la présence d'une planète. Donc ça, c'était l'idée. Ça, c'est les données. Donc, vous voyez, tout ça, des points, ce sont les données, les mesures. Et donc, on fait des moyennes pour pouvoir détecter quelque chose. Là, honnêtement, et il faut croire en la statistique, à partir de ce nuage de points, si vous voyez qu'il y a une décroissance, c'est que vous êtes astrophysicien. Félicitations. Donc, à l'heure actuelle, on a environ 5000 exoplanètes qui ont été détectées dans notre galaxie. Donc, ça, c'est un graphe qui reporte la masse de ces planètes en fonction de leur période orbitale. Donc, nous, la Terre, on est là. Donc, vous voyez qu'en fait, la grande majorité de ces exoplanètes, elles ont été détectées par la méthode des transits. Toutes les croix, là, c'est fait avec la méthode des transits. Et la plupart d'entre elles sont plus massives que la Terre et plus proches de leur étoile. Donc, on est encore sur clairement un manque d'exoplanètes détectées qui ressembleraient à notre planète. On observe des planètes très massives et vraiment proches de leur étoile par rapport à ce qu'on observe dans notre système solaire. Donc, la question qui se pose à l'heure actuelle et qui, je pense, va obtenir une réponse très rapidement avec les nouvelles missions, c'est est-ce qu'on est un cas à part ou est-ce qu'on n'est pas capable de détecter les planètes comme la Terre autour d'autres étoiles? Et je pense qu'à l'heure actuelle, on est tous à peu près d'accord pour dire qu'on a un biais et qu'en fait, probablement qu'il y a plein de planètes comme la Terre à peu près dans les mêmes conditions autour des étoiles, mais c'est juste qu'avec les méthodes de détection qu'on a à l'heure actuelle, on ne peut pas les détecter. Donc, il y a des missions qui vont partir pour essayer de les trouver, ces planètes, des satellites qu'on va lancer dans les années à venir. Donc, si on fait un petit récapitulatif de ces 5000 exoplanètes, ce qu'on voit, c'est que la plupart sont des géantes de gaz. Ensuite, juste derrière, comme des géantes de gaz, comme Neptune, ou en gros comme Saturne ou Jupiter. Donc ça, c'est des géantes gazeuses, ce n'est pas du tout des planètes comme notre Terre. Ensuite, on a un bon tiers, qu'on appelle les super-terres. Donc ça, c'est la vision optimiste des choses. C'est des planètes qui ressemblent à la Terre, mais qui sont quand même vachement plus grosses. Et ensuite, on a seulement 4% des planètes qui sont détectées à l'heure actuelle qui ont la masse de la Terre avec un corps rocheux, c'est-à-dire des planètes, ce qu'on appelle telluriques. Alors, comment savoir si ces 5000 exoplanètes peuvent abriter de la vie? Alors, pour faire ça, on utilise un outil qu'on appelle la spectroscopie. C'est-à-dire qu'on prend la lumière qui nous parvient et on va réussir à la disperser dans un spectre et on va pouvoir regarder les propriétés de la lumière en fonction de l'énergie des photons qui la composent. C'est ce qu'on appelle un spectrographe et on produit
des spectres qui sont en gros l'intensité de la lumière qu'on reçoit en fonction de l'énergie des photons qui la composent. Donc ça, pour faire ça, ça a l'air simple comme ça. En vrai, c'est ça, spectrographe. Donc c'est un instrument extrêmement compliqué à construire. Donc ça, c'est le spectrographe qui est à bord du James Webb Space Telescope, NIRSPEC. Donc c'est vraiment des instruments de précision sur lesquels les gens travaillent des années pour arriver à avoir des bonnes résolutions, bien tout voir, etc. Et puis alors, non seulement c'est impressionnant de complexité, mais là, ça vous donne une idée de la taille du monstre avec des êtres humains autour. Donc c'est vraiment des grosses machines. Et donc, pour pouvoir voir ces exoplanètes et les étudier, il faut non seulement des énormes télescopes comme celui qu'on a lancé récemment dans l'espace, mais il faut aussi des énormes machines derrière qui sont capables de vraiment analyser la lumière avec énormément de précision. Donc, avec la spectroscopie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait plusieurs choses. Donc ça, c'est pas un spectre. Et par contre, donc ça ici, vous voyez la planète passe devant son étoile, on l'a vu, c'est le transit. Et en fait, si on regarde, il y a des points de différentes couleurs. Et en fait, les points de différentes couleurs illustrent le nombre de photons de différentes énergies, justement. Là, vous voyez, on a les points bleus, c'est les photons qui arrivent, qui ont une longueur d'onde de 3 microns. Les points rouges, c'est les photons qui ont une longueur de 4,7 microns. Les points verts, de 4,3 microns. Donc ça, ce n'est pas de la spectroscopie, mais ça permet déjà de voir qu'ils ne se superposent pas complètement. De manière générale, les points rouges sont au-dessus des points verts, donc il y a plus de photons avec une certaine énergie, ce qu'on appelle plus de flux. Et ensuite, quand on regarde donc, un spectre, on se rend compte qu'en fonction justement de l'énergie des photons, on a des choses qui apparaissent. Il y a des photons à certaines énergies qui sont beaucoup plus nombreux. Et en fait, ici, c'est la détection dans une exoplanète du dioxyde de carbone. Et ça, c'était la première fois. Donc, c'était il y a 2 mois, avec justement le James Webb. Pour la première fois, on a vu dans l'atmosphère d'une exoplanète du dioxyde de carbone. Pollueur! Alors, ce n'est pas la vie, le dioxyde de carbone. C'est naturel. Il y en a partout dans l'univers. Il y en a même autour des étoiles, il y en a partout. Donc ça, ce n'est pas un signe de vie. Par contre, ça montre que maintenant, on est capable d'aller détecter des molécules dans l'atmosphère d'exoplanètes qui sont à des centaines d'années-lumière de nous. Et donc là, maintenant, au-delà de cette détection, qui finalement était peut-être la détection facile, même si elle n'avait jamais eu lieu avant, parce que c'est très abondant, le dioxyde de carbone, les astrophysiciens ils vont aller se pencher sur d'autres molécules qui sont ce qu'on appelle des biotraceurs et essayer de comprendre mieux si effectivement dans certaines atmosphères, on voit des molécules qui sont trop abondantes pour pouvoir les expliquer sans avoir une forme de vie qui va permettre de modifier la composition des atmosphères des exoplanètes. Donc on y est. Est-ce que ce sera dans 1 an ou dans 10 ans? Je ne sais pas, mais on a vraiment ouvert cette porte à présent. Et ensuite, donc pour finir, c'est une petite animation de la découverte des exoplanètes au fur et à mesure des années. On a 96, 97 dans notre galaxie. Bon, j'aurais pu couper la vidéo. Crédit NASA. Merci à vous.